tous. C'est bien un 14e numéro de C'est dans la presse. C'est dans la presse un petit peu avant les vacances. On parlera beaucoup de musique ce soir, mais pas seulement. On parlera aussi de la presse, puisque la thématique de cette soirée, c'est une question qu'on se pose beaucoup ici et ailleurs. Les journalistes sont-ils crédibles? J'ai envie de dire non. Mais enfin, peut-être que c'est le contraire. On verra tout à l'heure avec nos invités. Alors, les invités, il y en a beaucoup comme d'habitude. Dominique Cyril qui viendra tout à l'heure, qui est là d'ailleurs, qui viendra parler de son bouquin, Au plus belle son. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Virginie Verret, ça j'ai hésité. Hein. Bon, enfin, ça c'est pas Valérie. Virginie Verret qui fera sa chronique comme d'habitude. Bonsoir Virginie. Bonsoir Danick. Bonsoir Laurence, qui revient après une longue absence, mais parlera de cinéma comme d'habitude. Et puis, invité spécial, Patrice Sullman. Monsieur Patrice, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zandronis. Tout va bien? Oui, ça va. Merci d'être venu. Et puis, deuxième partie de cette émission, on parlera avec des confrères journalistes, notre ami Eddy Planté, qui ne nous a pas planté ce soir, il est là, on l'a invité. Bon, c'est le jeu de mots facile, mais on le fait quand même, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis, une ex-journaliste et importante qui a joué un rôle important dans la presse guadeloupéenne, Démocrite, de son nom, le prénom. C'est Gladys, elle sera là tout à l'heure avec nous, on parlera de la presse. Alors, bien sûr, ce 14e numéro de C'est dans la presse, bien sûr, sera consacré à la presse, je l'ai dit, comme toujours. Mais je tenais quand même, en début de cette émission, à rendre un hommage à un musicien, Ravi Shankar, qui vient de nous quitter. Beaucoup de gens le connaissent, j'imagine ici. Tu connais Ravi Shankar, oui. Je ne te ferai pas l'injure, entendu parler. Il n'a pas eu la chance de venir jouer sous nos cieux ici en Guadeloupe, mais enfin c'est un grand musicien, c'est un musicien indien. C'est un sitariste. Et aussi, on dit qu'il a un peu porté la world music, puisque les Beatles ont beaucoup joué avec lui, les Rolling Stones aussi. Tout le monde allait en pèlerinage chez Ravi Shankar, qui s'était installé en France un moment, et puis après aux États-Unis et en Angleterre. Et il a beaucoup influencé la world music. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu quand même ce soir à lui rendre un tout petit hommage, puisque à l'époque de Woodstock, c'était très vieux tout ça. On parlait déjà de Ravi Shankar. Et c'est la raison pour laquelle on va écouter un court extrait d'un de ses nombreux concerts. Et je signale qu'il a une discographie très importante. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur les sites connus et vous trouvez de quoi nourrir votre sentiment, votre musique, en tout cas pour ce monsieur Ravi Shankar qu'on salue. Ravi Shankar, donc, comme on dit, RIP, hein, il va reposer en paix. Alors, il faut quand même dire que c'est aussi le père de Norah Jones, que tout le monde connaît, qui est une chanteuse connue, mais enfin, on va quitter le domaine de la musique indienne et on se retourner vers la musique purement caribéenne, même guadeloupéenne, même marie-galantaise. Bonsoir Dominique. Bonsoir, guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Bon, enfin, le marie-galantais, en fait, Patrice, il est là, il peut intervenir. Il semble que les marie-galantais se sentent d'abord marie-galantais avant d'être guadeloupéens. J'entends ça souvent. C'est une façon de se présenter. De se présenter, je dirais, mais on est guadeloupéen, caribéen aussi. Et tout à fait. Alors, Dominique Cyril est ethnomusicologue. Là, il a beaucoup travaillé sur la musique, sur les musiques de la Caraïbe. Elle a publié il y a quelques temps de ça, à la reprise, une étude des quadrilles de Guadeloupe. Elle est chercheuse à reprise. Reprise, c'est un groupe qui travaille beaucoup sur les musiques traditionnelles guadeloupéennes. Et c'est son deuxième ouvrage, en tout cas, chez les éditions Nestor, Au plus belle son. Dominique, qu'est-ce que c'est Au plus belle son? Au plus belle son, comme disaient les personnes que j'ai rencontrées, non pas de marie-galante, mais des grands fonds. Avant, c'était au plus vaillant, au plus belle son. Avant, au plus vaillant, au plus belle chant. C'est une sorte de slogan? C'était pas un slogan, mais c'était une façon d'expliquer l'omniprésence du chant au moment du travail de la terre. Et en fait, cet ouvrage, c'est au plus belle son, Belay et champ de travail de la terre en Guadeloupe. Alors, voilà. Quand on dit Belay en général, on a toujours tendance, c'est l'erreur monumentale de croire que le Belay c'est martiniquais. Ben oui, absolument. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre là. On a tendance à croire que le Belay c'est la Martinique, mais le Belay c'est la Caraïbe. C'est la Caraïbe, c'est même plus loin que... Ah oui, et c'est un chapitre en fait, que je consacre au Belay précisément pour ça. En Guadeloupe, il y a deux types de bélais. Un bélai qui est très clairement travail de la terre, puisqu'il s'agit du bélai qu'on chante dans le café. Et puis l'autre bélai qui est dans les grands fonds, plutôt bélai bodé. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, café ou grand fond, le bélai c'est Noël, le bélai
c'est la fête, c'est des chants en commun. Alors, c'est le champ de travail d'abord. Mais alors, ça dépend où on est. Le long de la côte sous le vent, le Belay, c'est le champ de travail, c'est sûr. Oui. Dans les grands fonds, le Belay, c'est pas un champ de travail, c'est un champ de fête. Oui. Mais dans un cas comme dans l'autre, en Martinique, le Belay, c'est de la danse. Mais à Trinidad, il y a du Belay, à la Dominique, il y a du Belay, à la Jamaïque, il y a des choses comme ça. À Sainte-Lucie, il y en a. C'est un terme, c'est un mot d'origine française au départ. Bel Air ou pas? Non, justement, c'est mon grand bonheur de pouvoir enfin l'écrire. Voilà, j'avais déjà fait des articles à l'époque où j'étais 100% chercheur et enseignant. J'avais eu l'occasion de travailler déjà sur la question. En fait, le mot Belay, on ne sait absolument pas d'où il vient, mais il est très improbable qu'il vienne d'un quelconque mot français. Parce que d'abord, on ne dirait pas des Bel Air, je crois pas que les Français disent ça. Et puis surtout dans les sources anciennes qu'on trouve, et ça j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, dans les sources qui remontent aux années 1830 et même avant, on trouve déjà des Français, des planteurs de la Martinique, des personnes aussi de Trinidad, qui parle du Belay en précisant justement qu'il y avait un Bel Air qui est sorti de la Martinique ou un Bel Air que les gens ont dansé à Sainte-Marie en Martinique ou un Bel Air qui vient des Antilles françaises. Mais ils écrivent à chaque fois Belay, ils disent des Belay, mais jamais des Beaux-Airs, jamais des, je ne sais pas quoi d'autre qui pourrait ressembler à des chants français. Donc non, c'est pas français. Donc c'est pas d'origine française. J'ai du mal à le penser. J'ai du mal à le penser, d'autant plus que dans toute la Caraïbe, le Belay est différent. Il n'y a qu'en Guadeloupe que le Belay ne soit pas dansé. Mais que partout dans la Caraïbe, le Belay, c'est de la compétition. Et que si on cherche déjà le sens compétition, c'est-à-dire on a une joute orale, par exemple, les gens dans les grands fonds, ils vont tous prendre une thématique, à la fois un thème mélodique et une thématique, j'ai envie de dire, littéraire, textuelle, qu'ils vont développer. L'amour, ses problèmes, etc. Et il y a la joute. Moi, je commence un couplet, toi, tu reprends le couplet d'après. Ensuite, ça tourne comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui finissent parce qu'il a été meilleur, parce que les gens se font éliminer au fur et à mesure, parce qu'ils sont moins bons. Et dans le Belay Café, il s'agit bien d'une espèce de petit rapport, on a un compte à régler avec quelqu'un, on chante et ça peut... Voilà, donc... Mais alors j'ai compris aussi en lisant le bouquin que les Guadeloupéens d'origine indienne ont porté quelque chose, ont porté leur contribution au Belay. Ah, pas seulement pas au Belay, ils ont porté leur contribution au champ de travail qu'on fait en Guadeloupe. Mais heureusement, ils sont en Guadeloupe depuis longtemps et ils sont arrivés pour travailler. Mais ils chantaient en tamoul, j'ai compris. Eh bien oui, justement, ils chantaient en tamoul au début, ils chantaient moins en tamoul ensuite, ils chantaient en créole ensuite, et puis ils chantent, et puis les chants qu'ils avaient emmenés d'Inde qui étaient liés au travail de la terre là-bas, ils les ont adaptés ici. Et puis bon, et puis de toute façon, ils ont contribué déjà leur chant proprement, et puis ils ont aussi contribué des rythmes dans la musique gourka, mais bon, ça on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Mais bien sûr, et heureusement que les adultes... Alors, il y a une question que j'aimerais poser, c'est, Dominique, est-ce que ces Belay, ces chants de travail, on peut les comparer aux rock songs du sud des États-Unis? Oui, je sais qu'on aime faire ça. Non, j'ai une question. En période de jazz, jazz, c'est une très bonne chose. C'est une excellente question. La comparaison, pour moi, elle est simple. Hein. Les Noirs qui sont arrivés dans les Amériques à la période de l'esclavage venaient pour l'immense majorité du golfe du Bénin, une région où effectivement les gens utilisaient les chants à certains moments et évidemment au moment du travail. Donc très vraisemblablement, c'est une origine commune. Oui, on les a certainement. Oui, ça me paraît pas. Alors j'ai pas envie de faire l'affiliation avec le blues, ce serait trop facile. Ce serait trop facile, mais en même temps, comme les gens l'ignorent, moi je dis que quand on va écouter du chanté Chari de Marie-Galante dans le style, on peut trouver du blues, mais quand on entend la structure des Belay, des grands fonds, on a la structure du blues. Alors je ne parle pas de structure musicale, hein, mais je parle véritablement de la manière même de chanter, de chansons en relais qui passent de bouche en bouche, où chacun développe le même thème sur l'amour, le problème. Rien n'est écrit, toujours improvisé. Ça, c'est le blues traditionnel. Patrick Sulman, ça veut dire quoi d'entendre ça? Mais c'est intéressant, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Justement, le fait de parler, c'est surtout l'histoire qui se raconte aussi. Hein. Donc c'est aussi des réflexions, des souffrances aussi à travers l'élocution chantée et tout, quoi. Donc quelque part, pour moi, je rejoins un peu tout ce qu'elle est en train d'expliquer là. On a tout ce vivier, toute cette richesse aussi chez nous. On est, de par notre histoire aussi, on est lié aux États-Unis aussi quelque part. Donc quelque part, on a l'Afrique qui est la mère matrice, vraiment. Donc quelque part, tout sort de là, quoi. Et il faut qu'on soit fier de tout ça et qu'on veuille défendre en fait tout ce qu'on est.
Alors, Dominique, du point de vue de la recherche, alors vous passez de... bon, il y avait déjà l'étude des quadrilles, c'était votre grande spécialité, je suis obligé d'y revenir, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « À la reprise ». Bon, il faut que vous sachiez ça, qui existe, et qui est bien fait. Et donc, là, maintenant, c'est les champs de travail. Oui. La suite, c'est quoi? La suite, ce sera plus qu'une trilogie. La suite, c'est les boules à gel. On a déjà commencé le travail, mais bien sûr. Définition de boule à gel, parce qu'il y a des gens qui savent pas. Je ne suis pas encore au stade de définir le boule à gel. Alors, c'est quoi un boule à gel? Je ne sais pas, non. Je ne sais pas non plus. Je ne suis pas encore au stade de définir le boule à gel, mais le boule à gel, c'est ce que les gens font, particulièrement dans les grands fonds, mais pas seulement, justement, avec, on dit sur le bonjour guitare, quoi. C'est les voix des hommes. Alors, s'il faut dire de la manière ethnomusicologique, on va dire que ce sont des bruits de gorge, des rythmes qui sont superposés et qui tous ensemble. Qui imitent quoi? Alors, c'est le bruit du tambour, c'est ce qu'on dit. La rythmique du tambour. Vous savez, le grand bonheur de faire ce genre de recherche, c'est que d'une part, il y a le terrain. Qui va permettre de se mettre d'accord sur une forme de définition, parce qu'on va faire un consensus en voyant ce que disent la majorité des porteurs de tradition. Et puis, il y a la partie historique, parce que en fait, l'intérêt des ouvrages que nous faisons au Centre Reprise, c'est aussi d'essayer d'expliquer un petit peu l'historique des choses. Hein. Oui, donc, tout à fait. La recherche historique permet de penser que peut-être c'est un lien avec le tambour, donc le boula, je veux bien, mais peut-être aussi est-ce une autre tradition entièrement, mais ça c'est strictement la recherche musicologique, je dis bien, donc autrement dit de l'histoire de la musique. Donc la recherche musicologique qui permettra de le dire, elle est commencée, elle est en cours, mais comme elle commence à peine, je crois qu'il est trop tôt pour dire. Mais le boulagel, c'est comme les champs de travail, c'est intra-caribéen, pan-caribéen partout. C'est pas pan-caribéen. Mais le principe du bruit de gorge qui permet de faire un accompagnement polyrythmique pour d'autres chants se retrouve dans d'autres pays de la Caraïbe. De manière, par exemple, pas étonnante pour moi, je pense à Trinidad. Pas étonnant parce que Trinidad, c'est quand même cette île où sont arrivés pas mal d'esclaves en provenance, pas d'esclaves, oui, des esclaves avec leurs maîtres, mais aussi des Noirs libres après, mais beaucoup d'esclaves dans les années 1790. Après la révolution en Haïti, j'ai envie de dire, la répression est beaucoup plus forte autour de certains planteurs qui ne sont pas vraiment blancs, des mulâtres, mais qui ont aussi des esclaves. Et donc ceux-là partent souvent vers Trinidad, viennent de Haïti, viennent de la Martinique, viennent de la Guadeloupe, vers Trinidad. Donc à Trinidad, on a des choses qui rapprochent. Et ça vient de l'Afrique aussi, le boulagel? J'espère qu'il y a un lien avec l'Afrique. On n'a pas encore retrouvé. On n'est pas arrivé jusque-là, mais on est quand même arrivé jusqu'à des marrons. Mais au-delà, je n'ai pas envie de raconter plus, sinon c'est... Vous dites tellement de choses qu'on n'a pas envie de vous arrêter, mais je vous arrête parce que ça fera le buzz bientôt. Alors, je rappelle, sortie du bouquin, au plus belles son, déjà en vente dans toutes les bonnes librairies, normalement. Ouais. Si. Et un CD à sortir. Alors, un CD à sortir qui se... Non, vous pouvez le montrer. Alors, Reprise aussi travaille avec les associations de musique et danse traditionnelle en général. Et en ce moment, nous avons une série que nous sommes en train de terminer. C'était la série Quadrille Guadeloupe. D'accord. On avait commencé par... Votre spécialité ma spécialité en tant que chercheur, j'étais spécialiste de musique afro-caribéenne. Et c'est vrai que j'avais fait une étude particulière sur les quadrilles à l'époque où j'étais enseignante. Mais là, avec Reprise, je suis spécialiste de la Guadeloupe. De toute vitesse. Bon. Voilà. Okay. Et donc là, les traditions marigalantes, le quadrille, ça sort là bientôt. Il faudra qu'on en parle avec Grolin, justement. C'est eux principalement. On a aussi le tout dernier qui va paraître là, qui arrive bientôt. Il est en transit. Et il arrive pour moi, j'espère, le quadrille de la Côte sous le vent. Quand vous voulez. Bon, alors on va faire le buzz avec notre amie Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui fait le buzz cette semaine? Alors cette semaine, en fait, on va essayer de faire le buzz ce soir, tous ensemble. Donc c'est un mot qui est très connu, on entend beaucoup parler. Je voulais juste faire un rappel sur la définition. Donc le buzz, en fait, c'est une technique marketing qui consiste à faire beaucoup de bruit autour d'un événement, d'une vidéo, un CD, un livre, une vidéo, une personnalité, etc. Donc on parle aussi de marketing viral. Ouais. Évidemment, c'est un anglicisme, donc ça rappelle le bruit des insectes, comme Maya l'abeille. Ouais, c'est buzz, comme Maya l'abeille. Mais bon, on va laisser Maya là où elle est, parce qu'elle est plus occupée ces temps-ci à s'expliquer sur ces histoires de calendrier. Calendrier, Maya... Oui. 21 décembre, c'est bientôt. La fin du monde, je ne pouvais pas occulter ce sujet-là, Danick. Oui. En parlant de fin du monde, figurez-vous qu'il y a la première ministre australienne, qui s'appelle Julia Gillard, qui a créé le buzz, puisqu'elle a tourné une vidéo pour la radio, où elle explique d'un ton très très sérieux
qu'elle est prête à s'investir auprès de ses concitoyens pour les accompagner dans la fin du monde. Pour de vrai. Écoutez, c'est vraiment très sérieux. Mais je vais vous lire un extrait de son discours. Vous allez voir à quel point ça a pu faire le buzz sur la toile. Que le coup final soit porté par des zombies dévoreurs de chair humaine, de bêtes démoniaques de l'enfer, ou par le triomphe de la K-pop, entre parenthèses Korean pop, vous devez être persuadé d'une chose à mon sujet. Je me battrai pour vous jusqu'à la toute fin. Amen. Voilà. On ne sait pas encore si elle va regrouper des kangourous en force contre la fin du monde, mais bon, on va voir. Sinon, elle est très investie en tous les cas. Sinon, le grand buzz même de l'histoire, c'est quoi? Alors, le grand buzz de l'histoire, le buzz en matière de marketing ne date que de quelques années. Donc de l'histoire, ne serait-ce que cette année, en 2012, on peut parler du buzz qui a été sur Twitter, c'est 4 années de plus. Ça a été posté le 7 novembre. Oui. Ça vous rappelle rien? L'élection d'Obama? Ouais, Mr. O. Mr. O. Ouais. Voilà. Donc le tweet s'est accompagné d'une charmante photo avec Michelle, son épouse, et ça a été tweeté plus de 800 000 fois sur plus de 200 pays. Et en quelques minutes sur Facebook, il y a eu plus de 2 millions de j'aime. Donc on peut dire que ça a été vraiment le buzz de l'année 2012. Méga buzz. Méga buzz. Dans le top aussi, on peut citer Justin Bieber, qui a dédié une chanson lors d'un concert à une petite jeune fille qui est décédée d'un cancer. Il y a eu l'ouragan Sandy, la mort et aussi la mort de Whitney Houston. Donc c'est un petit peu le top 5 des buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Et figurez-vous que j'ai appris hier que la personne qui fait le plus parler d'elle sur les réseaux sociaux en France, c'est François Hollande. Ah, mais non, François Hollande. Vous voyez comme quoi un flambi peut attirer toutes les convoitises. Entre guillemets, les convoitises. Mais bon, on savait les Français gourmets, ça, je ne sais pas. Mais attention, messieurs les politiciens, tenez-vous bien, le pape arrive. Fini la pape mobile. Non, vive la pape tweet attitude. 750 000 abonnés en 5 jours. Pas mal. C'est pas mal, hein. Le Vatican fait très fort sur le buzz. Une fumée blanche quand même. Voilà. Mais il y a aussi quelques personnalités religieuses très connues comme le Dalai Lama qui s'est mis lui au tweet il y a plus de 2 ans et qui compte plus de 6 millions d'abonnés. Alors si on a le meilleur, on perd le pire. Alors le pire, on peut parler de flop. Ouais, flop, le buzz flop. Le buzz flop. Mais à partir du moment où en fait on aime tous se moquer de quelque chose, même si quelque chose fait un flop, à partir du moment où on en parle, finalement, ça crée le buzz. Donc c'est très difficile de parler de buzz flop, mais on peut s'amuser ce soir à évoquer quelques buzz de cette année, et vous allez me dire si c'est plutôt le buzz plus ou le buzz flop. Alors on y va. On se souvient de l'entrée sur les MTV Awards de Lady Gaga qui était habillée toute de viande vêtue. Est-ce que pour vous c'est un buzz flop ou un buzz plus? Moi je vous dis flop. Flop? Flop aussi, voilà. Et pourtant ça a fait vraiment le tour du monde. Ça a fait le tour du monde, hein, la photo qu'on voit là? Ah oui, complètement. Et d'ailleurs ça a donné quelques idées à certains stylistes, et même dans le prêt-à-porter, on retrouve des robes en forme de steak et de beefsteak. Bon, après chacun ses goûts. Je suis végétarien ce soir. Oui, moi aussi. Il y a la femme également du champion olympique de handball français qui s'est amusée à parier sur des matchs d'équipe. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, ça fait le buzz. Oui. Ah ouais, un gros buzz. Voilà. Celui que j'aime bien aussi, c'est Arnaud Montebourg qui a posé quand même pour la couverture du Parisien en marinière. En façon Jean-Paul Gaultier. Il aurait pu venir au Creole Fashion Days d'ailleurs. Il a fonctionné, oui. Ça a fonctionné. Et j'ai essayé de trouver un buzz Guadeloupe. Mais bon, je pense à l'épandage aérien. On peut quand même parler de la banane. Elle a quand même connu ses heures de gloire avec le slogan dont on se souvient tous, enfin du moins pour les plus âgés, manger la banane, parler debout. Vous en souvenez? La banane, c'est bien la banane. Vous parlez de banane. Non, bien sûr. C'était dans les années 80, donc le buzz n'existait pas encore à l'époque, mais je suis sûre que ça aurait cartonné. Même si aujourd'hui, il faudrait plutôt dire d'où bout la banane, sans aucune allusion sexuelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quoique, en parlant de sexe, la séduction, et donc le sujet du sexe, a quand même toujours fait vendre, et le sujet préféré des buzz sur la planète entière. Et certaines stars quand même se prêtent plus ou moins au jeu. À l'image de notre star caribéenne, Rihanna, la belle Rihanna, qui a posé nue, sur la couverture de magazine GQ. Voilà. Elle n'était pas tout à fait nue, elle avait un perfecto en cuir.
On la voit à l'écran? Ouais, on la voit. Oui, elle est belle quand même. Ouais. Perfecto en cuir, un tatouage. Ouais. Et d'ailleurs, elle arbore son dernier tatouage égyptien. Elle a pris l'habitude. Isis peut se retourner dans son tombeau. D'accord. Mais bon, que voulez-vous? Quand on est une star, on veut créer le buzz. Et quand on crée le buzz, on devient une star. Ok, je prends note. D'accord. Salut, à la semaine prochaine. Okay. Bien, après le buzz, on va essayer de savoir avec Laurence ce qui se passe côté cinéma ces jours-ci. Alors, rebonsoir Laurence. Bonsoir Denis. Merci d'être venue. Je suis toujours content de te recevoir. Merci. À la fin de l'année, blockbuster ou pas? Toujours, oui. On essaie. Donc la fin de l'année, ce sont les fêtes, les cadeaux, les enfants. Et donc, je pense que la famille va se retrouver dans notre programmation. Puisque, alors on va démarrer peut-être par quelque chose de très connu. Tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson. Donc on sait tous que ces films sont tirés en fait du roman de J.R.R. Tolkien. Tolkien, oui, bien sûr. Voilà, merci. Mais il faut savoir en fait qu'il avait écrit quelques années auparavant un autre roman qui s'appelait Bilbo le Hobbit. Ça, je savais pas. Et bien voilà, donc maintenant vous le savez. Voilà. Donc c'était pour ses enfants. Et Peter Jackson a décidé d'adapter ce roman. Donc pareil, il recommence une trilogie. Trilogie? Oh, et oui, toujours. Ça donc vous arrange, qui ont... Ça vous arrange? Non. Quand on aime le cinéma, c'est tout à fait normal. Juste une parenthèse. Il y a une trilogie, je ne sais même pas si une quadrilogie qui est terminée là. Twilight, voilà, alors là c'était une saga. Ouais, c'est fini là. Ça y est, il n'y aura pas un sixième, non? Non, c'est terminé, c'est promis. C'est encore à l'affiche? Oui, c'est encore à l'affiche pour la dernière semaine. Voilà. Je sais que Nelly Kela aime beaucoup ce genre de cinéma, donc on va en parler tout à l'heure. Alors, une dernière précision, juste avant les Oui, bien sûr. James Bond, ça a fonctionné ou pas? Ça a fait le buzz? James Bond est un très bon film. Alors, justement, contrairement à Twilight, qui est très jeune, qui marche très rapidement, sur 2 semaines, James Bond est un film qui touche tout le monde. Donc tout le monde veut voir ce dernier 007. C'est vrai qu'entre Sean Connery et Daniel Craig, il y a une grande différence, mais c'est vraiment un film qui a bien cartonné, qui a été très apprécié. C'est combien de semaines chez vous? Un mois? Un mois, oui, facile. C'est un record, ça. Pour James Bond, non, mais je dis ça pour James Bond. Bien, alors, le Hobbit, je ne sais pas si on peut voir la bonne annonce dans un petit moment. Et sinon, le monde... Alors, le Hobbit, toujours pour finir dessus, donc on revient sur les aventures de Bilbo Sake avec le magicien Gandalf le Cri qui vont bien sûr partir vers de nouvelles aventures pour sauver le royaume des nains. Donc, il sera à l'affiche dès ce vendredi et donc si on peut voir quelques images. Oui, on va essayer de voir quelques images. Le Hobbit. Alors, dès ce vendredi au Cinéma Rex et Darbo. Donc, vraiment dans l'esprit des Seigneurs des Anneaux pour tous ceux qui ont apprécié. Alors, donc c'est le premier épisode. Là, c'est le premier épisode. L'année prochaine, et la suite, voilà. La suite à suivre. Bon. Exactement. Alors, la semaine prochaine, une sortie. Alors, pour le moment, ce film, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il va créer la surprise. Il va faire le buzz, il faut dire le buzz. Le buzz, voilà, exactement. Il va faire le buzz. Donc, c'est l'Odyssée de Pi, qui est aussi tiré d'un roman, en fait, adaptation de roman de Yann, alors on n'a pas dit de bêtises, Yann Martel, qui a reçu de nombreuses récompenses. Le réalisateur, c'est Ang Lee, qui a réalisé Hulk, le tigre, voilà, le tigre et dragon, voilà. Et donc, c'est une histoire fantastique qui vous plonge vraiment dans un monde de magie, puisque ce sont les aventures... C'est un film chinois. Non, c'est pas un film chinois, c'est un film un peu indien. D'accord. Voilà, c'est l'histoire de Pi Patel, le fils d'un directeur de parc zoologique qui déménage avec sa famille pour partir au Canada. Mais donc ils partent sous un grand paquebot en fait, et avec les animaux du parc. Et là, le bateau fait naufrage et il se retrouve, Pi, au milieu de l'océan, perdu avec un tigre. Ne dites pas la fin. Non, je ne vais pas raconter la fin, promis, mais avec un tigre. Et vraiment, ils vont rentrer dans une aventure vraiment merveilleuse. Alors, c'est vrai que dit comme ça, l'histoire est un peu étrange, mais on rentre vraiment, quand on regarde le film, on rentre vraiment dans l'histoire. J'imagine que c'est un bon film, Laurence. Ben, si je le présente, c'est qu'il est bon forcément. N'est-ce pas? On va voir un extrait, rapide extrait. Et il va rester un troisième, ce sera le monde de Ralph, c'est ça? Exactement, le monde de Ralph, le dernier Disney. Tout ça, c'est la fin de l'année. Oui. Donc, alors on regarde d'abord un extrait. Voilà, donc l'Odyssée de Pi, et enfin le dernier. Laurence. Alors, et pour finir, un dessin animé. Quand même. Oui, puisque c'est Noël pour les enfants. Donc, le Disney de Noël qui s'appelle Les Mondes de Ralph. Et donc, on va rentrer dans le monde des jeux vidéo, puisqu'on va découvrir comment vivent les personnages de jeux vidéo quand la console est fermée.
Ça, c'est très intéressant. Voilà, donc, en fait, vous allez découvrir que Sonic rencontre Mario, que les méchants des jeux vidéo... Super Mario, pardon. Il faut rectifier. Bravo. Tu as joué, hein? Je vois ça. Donc, on se rend compte aussi que les méchants des jeux vidéo sont vraiment mis à l'écart. Et Ralph, la casse qui casse tout, qui est un méchant normalement, souffre de tout cela et décide de briser les lois et de se faire aimer de tout le monde. Donc c'est vraiment un petit dessin animé, vraiment sympa pour les enfants à découvrir. Pas violent? Pas violent. Non, il n'est pas violent, il est très agréable. À partir du 21 décembre. Bien, on passera Noël avec. Voilà, exactement. Bien, alors un extrait rapide du monde de Ralph. Je crois que ça arrive en technique. Oui, non, pas encore? Oui, ça arrive, bien. Le monde de Ralph, alors est-ce qu'il n'y a pas d'avant-première après les fêtes? Il y a rien qui arrive? Laurent, je pose toujours la question. Alors, demain, on a l'opéra. Oui, comme tous les jeudis, notre rendez-vous une fois par mois. Une fois par mois. Donc, demain, on pourra découvrir les contes de Béatrice Potter, qui est un ballet. En janvier, on en parlera par la suite, mais une petite nuit de l'horreur, pourquoi pas, parce que les clients sont friands. Voilà. Et bien sûr, les rendez-vous de coup de cœur sont toujours là. Chaque lundi, mardi. Exactement. Bien, Laurence, merci d'être venue cette fois. Et à bientôt. À bientôt, non, je dis à bientôt. À très bientôt, on a toujours plaisir à vous revoir sur ce plateau et puis vous nous amenez toujours de bons films. Bien alors, c'est déjà l'heure de la revue de presse, comme dit. Bonsoir Nelly, alors quoi le neuf dans la presse cette semaine? Bonsoir Dany, donc du neuf oui, mais pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Putsch politique, faits divers, sinistrose, crise et recrise. Bienvenue dans la presse, actualité oblige. Donc pour commencer, 2 éditos pour un seul homme, José Toribio. Non, José Toribio. Jacques Dancac dans Nouvelle Semaine, un titre coup de poing, Proto Toribio pour ne pas oublier. Donc vous verrez la caricature, tout ça. Dans des vapeurs diverses, a pourtant été à l'origine de grands projets aujourd'hui repris par tous les élus, écrit le journaliste. Donc gros coup de gueule aussi avec l'édito de Christian Céleste des Nouvelles Étincelles, ce que vous faites, ce n'est pas propre. Donc dans cet édito, il cite les propos de François Mitterrand à l'enterrement de Bérégovoy et la comparaison est forte. Il écrit aussi « Toribio est victime d'une addiction à l'alcool, il est malade et on le sait ». Et si on devait lâcher les chiens, pour reprendre les mots de François Mitterrand, aux trousses de tous les politiques qui ont une addiction, soit aux femmes, soit aux jeux, soit aux hommes, alors le cirque ne serait pas qu'au lamentin. Fin de citation. Donc toute autre chose, progrès social, en page 7, le corps d'une femme, la gorge tranchée, découvert dans un ravin. Donc ça s'était passé le samedi 24 novembre. Encore un homme éconduit qui ne supporte pas la rupture. Donc un féminicide de plus. Oui, un féminicide de trop, Danick. Rupture égale mort probable. D'où le coup de poing sur la table de Patricia Baffan-Trobo, femme en Guadeloupe, sursis ou légitime défense. L'article repris dans le site d'information CCN depuis le 27 novembre. Et enfin, dans Nouvelle Semaine, et oui, ça fait un moment que tout le monde en parle. Oui, l'auteur, vous la connaissez sans doute, elle avait écrit une tribune acerbe contre le dernier morceau de Ridra, Change to Duet. Donc elle a des détracteurs, c'est vrai, qui n'en a pas, on la trouve parfois radicale, mais elle fait une analyse des relations hommes-femmes sans phare et sans langue de bois. Je cite, « Certains hommes acceptent de rentrer dans des relations que nous pourrons qualifier d'économico-amoureuses avec des femmes qui, en échange de diverses contreparties financières, leur procurent le bon temps et le libertinage auquel ils aspirent. » C'est vrai ça? Ah, elle dit ce qui se fait, se sait, mais se tait. À lire absolument pour se faire un avis, Danick. D'accord, je lirai. Bon, je relirai d'ailleurs. Alors, il y a des questions aussi de femmes dans la presse internationale? Oui, Danick, femme victime, mais aussi malheureusement femme bourreau, ou en tout cas accusée de l'être. Simone Gbagbo, le pouvoir jusqu'à la lie dans Jeune Afrique. Donc on le sait, seule femme à être réclamée par la Cour pénale internationale pour crime de sang et génocide. Vous vous rappelez sans doute des images de l'arrestation du couple présidentiel Gbagbo qui avait fait grand bruit. Mais depuis, Simone Gbagbo, elle s'est plongée dans sa Bible. Mais ce mea culpa n'émeut personne et surtout pas le journaliste François Soudan qui fait de la première dame, de l'ex-première dame, un portrait au vitriol.
A-t-elle changé, celle qui fit au pouvoir une louve aux babines frémissantes, une guêpe au venin redouté, une femme puissante à la stature de baobab, noire d'ébène, adulée et haïe, l'imaginer serait la méconnaître. Donc à lire d'urgence dans Jeune Afrique, très bon hebdo, valeur sûre dans ce monde de la presse écrite en crise. La presse est en crise aussi? Ah oui, ce n'est plus un secret pour personne, ça sentait la Provence du côté du groupe R100 Média. Donc à Marseille, son vieux port, son club de foot et son ancien président. Qui a gagné ce soir. Hein? Le PSG aussi dire, enfin bon, sans passant. Donc Bernard Tapie rachètera pas. Hein. Bon, alors ne prêtons pas trop vite des qualités de mécène à l'homme d'affaires et politique de tous les culots. Hein. Non, ce n'est pas par amour pour Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France ou Matoury qu'il souhaitait mettre la main sur les journaux France-Antilles, entre autres, et les journaux du Sud surtout. Il y avait bien sûr un enjeu stratégique à tout cela. Et qui dit stratégie et Bernard Tapie dit... Football. Non, pas du tout, pas foot, mais politique. Hein. Mais c'est déjà du passé, il jette l'éponge. Qui sera le nouveau propriétaire potentiel de France-Antilles? Réponse sur lemonde.fr dans Bernard Tapie se retire définitivement du dossier R100 Média. Oui, c'est fini. Bon, là, c'est acté. Alors la presse en ce moment fait la révolution. Écoutez, si pour R100 ça sentait la lavande, pour France Télévisions ça sent le sapin. Et oui, fête de Noël oblige peut-être. Alors on veut bien croire au Père Noël, mais pas au miracle. France Télévisions, 102 sous dessus, super jeu de mots, hein, de Libération, page 26. Je cite, France Télévisions doit économiser 130 millions d'euros RAID. Alors pour ceux qui auraient survécu au début de l'article, hein, le numéro 2 du groupe les achèvera par un mystérieux qui est menacé, personne et tout le monde. Donc joyeuse fête en perspective à France Télévisions. Donc c'est la grosse sinistroise dans la presse? Ah oui, mais ce n'est pas fini, Danick. Hein. Le Point, spécialiste des unes pessimistes, en fait son fonds de commerce. Après la une, les grandes haines de la semaine dernière. Cette semaine, ceux qui en ont marre et qui ont raison. Alors au Point, on tire la tronche et on se plaint. On l'aura compris, en ce moment, la France, ce n'est pas la grande joie, surtout avec le grand froid. Et en France, alors on parle de la presse aussi? De nos compatriotes dans la France, presse. Oui, et malheureusement, sur fond de misère sociale, un article qui a beaucoup touché les lecteurs et la communauté antillaise en général, sur le site de France Anti-Martinique Hexagone, misère antillaise à Paris. Alors Paris, Paris du sirotage pour certains, Paris métro boulot dodo pour d'autres, et aussi le Paris du froid et de la précarité, qui nous rappelle le morceau classique Moins d'hommes idéaux, pour ceux qui connaissent. Donc le journaliste... Super combo, je dis. C'est ça, je connais bien. Alfred Joxan écrit « La communauté antillaise d'habitude réservée sort de sa discrétion et montre sa misère. C'est du jamais vu. » À lire. Sinon, le mois de décembre, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on peut dire? Perspective? Eh bien, tout n'est pas perdu, puisqu'il nous reste les élections de Miss, les concours de Miss, leurs robes improbables, leurs chorégraphies d'un autre siècle et leurs choucroutes capillaires. Alors oui, on se moque, mais les concours de Miss mènent à tout. Et ils mènent surtout à Nouvelle Semaine, en tout cas, article pour le moins élogieux, je cite, Gérald Nandan, Best of the World, le faiseur de Miss. Bon, alors pour les mauvaises langues comme moi qui se posent la question, mais pourquoi autant de concours de Miss en Guadeloupe? Eh bien, ébauche de réponse dans l'article de Jacques Dancal. Ces concours demeurent de formidables espaces de promotion pour notre archipel. Nous sommes sauvés. Vivement l'élection de Miss Récession 2013, Danick. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour notre revue de presse, et on va tout de suite passer à de la musique, puisqu'on a un invité, un autre invité qui parlera de musique. Alors, Patrice Human, bonsoir. Bonsoir. La première fois que vous venez dans notre émission, c'est dans la presse. Vous êtes tout le temps dans la presse, puisque vous êtes pratiquement devenu une star en moins d'une année. Deux albums, une star. Une star, c'est une étoile. Oui, c'est une étoile, mais oui. Non, mais bon, en fait, c'est que le travail avance tranquillement et donc les médias font le relais, ils jouent le jeu. Donc, je dis merci aux médias qui suivent un peu l'actualité de Patrice Human. Oui. Et puis, ça marche bien pour vous? Ben, ça va. Aussi bien en Guadeloupe qu'en France? Ben, en fait, il y a un travail à faire justement sur la France, je dirais. Et je suis en train de mettre en place des choses avec la production pour qu'il y ait plus de présence sur l'Hexagone et tout, quoi. En fait. Vous avez fait un passage, je crois que c'est dans une grande scène parisienne. En fait, le 26 novembre 2011, j'ai fait le New Morning. Ça s'est bien passé? Oui, super bien passé, avec de bons musiciens qui ont aussi travaillé sur cet album, en homme.
Sinon, j'ai encore fait le New Morning en janvier 2012 avec Fred D. La semaine dernière, je vous ai vu à l'Archipel. Tout à fait, j'étais avec. Voilà, j'étais invité, un invité de Cacaustic, voilà. On ne savait pas que vous faisiez un peu. Mais en fait, comme vous avez fait au début, vous avez fait autre chose. Si, mais en fait, moi je suis un chanteur qui essaye de se balader dans la culture antillaise. Oui. Je ne suis pas là pour forcément déranger les puristes, puisque bon, très souvent, les puristes ont une image, une vision de la musique, mais je suis là juste pour porter ma voix à tout ce qui se fait chez nous, quoi. Juste faire découvrir un peu, revisiter un peu tout ce qui se passe chez nous, à ma manière aussi. Alors chaque fois qu'il y a un musicien de zouk ici, puisqu'il y en avait il y a 15 jours, c'était les Real Limit, comment se porte le zouk de manière générale? Très mal ou bien très bien? Mais non, mais je pense qu'il faudrait qu'on arrête ce discours un peu du style que le zouk, pas plus tard qu'aujourd'hui, là, j'ai visionné un concert d'une chanteuse capverdienne qui défend le zouk corps et âme. Elle a 25 ans de carrière, elle défend le zouk. Et je me dis qu'il faut qu'on arrête et il faut qu'on soit fier de ce qu'on est, de ce qu'on a. Je ne vais pas ouvrir le débat pour faire la morale aux gens, mais le zouk, c'est une belle musique. Je pense que c'est peut-être la manière. Il n'y a pas assez d'études sur le zouk, Dominique. Là encore, on va encore ouvrir un débat. Oui. Puisque s'il faut parler d'études, puisque j'ai suivi un peu le cursus musique à l'époque, mais il n'y a jamais eu d'analyse de musique antillaise à l'école. Donc ça a été un peu ma tristesse quoi, à l'époque. Pourquoi, Dominique, les ethnomusicologues ne s'intéressent pas au zouk, c'est une musique de... Non, les ethnomusicologues s'intéressent au zouk. J'ai même participé l'année dernière au premier colloque sur le zouk. C'était une série de conférences organisées à la Martinique par un chercheur éminent que vous avez certainement rencontré, qui s'appelle Aneta Bete-Kongolo, qui est professeur de littérature, qui s'intéresse particulièrement aux chansons, aux textes. Il est professeur de littérature à l'une des universités qui est des plus cotées aux États-Unis, quand même la 6e, numéro 6 sur la nation américaine, Baldwin. Donc non, je crois qu'il y a des gens très sérieux qui s'y penchent. Simplement, c'est vrai, je crois que vous avez tout à fait raison, Monsieur Leman, il y a encore une forme de réticence par rapport à cette musique. On n'est pas très à l'aise avec, en général. Et nous, les chercheurs, on essaye de pourquoi comprendre. on n'est pas à l'aise? Non, mais je pense qu'il y a un avis à apporter, il y a une réflexion justement par rapport à comment ça se fait. C'est que très souvent, à l'époque, on reconnaissait les chanteurs dès qu'ils posaient la voix sur une chanson, mais maintenant, on n'arrive forcément pas à trop identifier les chanteurs. Et des fois, donc, ils se ressemblent, ils sont plus dans un format de ce qui existe. Bon, en fait, j'ai pas envie de partir dans un débat, mais sauf que pour dire aux vrais guerriers, faites attention à comment vous faites le travail. C'est de la musique qu'on fait. Quand on chante, ce n'est pas une machine qui fait chanter le chanteur. Des fois, on ajoute une machine pour juste créer un effet, mais il y en a qui l'utilisent à tort et à travers. Donc, j'ai vraiment envie de mettre le doigt là-dessus. Je dis qu'il faut qu'on fasse ça avec le cœur, avec conscience. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra aussi fidéliser la population. Parce que souvent, intéresser on dit que les jeunes n'aiment pas le zouk. C'est vrai ça, Nelly? Alors, qui n'aiment pas le zouk, non. C'est qu'en fait, le zouk a beaucoup changé. Et les puristes, j'ai bien dit les puristes, considèrent que le zouk rétro, ce qu'on appelle rétro-zouk, c'est le vrai terme zouk. À pas utiliser, je pense bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais pour les amateurs de zouk, il y a le rétro-zouk et le zouk qui se fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, il y a un peu un désamour du zouk en Guadeloupe, même chez les jeunes. Oui, voilà. Surtout chez les jeunes. En général, quand et les surtout jeunes chez les jeunes. Ils dansent quoi? Seulement du bouillon Non, pas du tout. Il y a aussi une session zouk. Ah, quand même une session zouk. Sujet sensible. C'est voilà, ça, tout à fait. Oui. C'est vrai. Quand vous sortez le soir, vous dansez quoi? Si vous sortez toujours, je ne sais pas. Voilà. Non, mais je pense aussi qu'il y a une question de génération dans la musique. Et c'est là où peut-être tout le monde n'arrive pas à se retrouver. Aujourd'hui, les jeunes, déjà, ils ont... je reviens sur le cinéma, c'est des nouveautés, les choses vont vite. On aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui change. Et le zouk, c'est quelque chose qui
Qui fait ancien? Non, mais qui ne correspond peut-être pas avec ce qu'ils aimeraient véhiculer pendant ces soirées-là ou ce qu'ils aimeraient. Je pense que le zouk est un peu différent. Le zouk a maintenant une image de musique de la séduction, en tout cas en soirée. C'est-à-dire que le moment zouk, voilà, c'est le moment où on va essayer de danser avec la personne qu'on a repérée. Peut-être plus tôt, mais comme les musiques... Enfin, qui a repéré qui? C'est l'homme qui a repéré? Non, maintenant, parité des sexes oblige, la femme et l'homme repèrent, tout à fait. Donc voilà, puisque les musiques comme le bouillon et le dancehall ne se prêtent pas autant à vraiment, je ne vais pas dire une danse à deux, un rapprochement, mais ils se dansent de façon tout à fait différente, se dansent plus entre amis ou seuls. Donc ce moment de rapprochement et d'intimité... Voilà, pour les jeunes, c'est le zouk, c'est ce moment-là en soirée en tout cas. Patrice, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que effectivement le zouk a été identifié comme étant une musique un peu sensuelle et tout, quoi. Donc c'est plus ce qui se dit de cette musique. Mais je pense que j'ai eu une discussion avec un prof de danse il n'y a pas très longtemps, qui se reconnaîtra, et justement il y en a qui sont en train de se pencher sur une façon un peu de développer une danse, de figer une danse pour le zouk. Et je pense qu'il faudrait qu'on se penche là-dessus pour que cette musique prenne sa vraie place. Et je pense qu'elle a sa vraie place. Hein. On est, par rapport au discours qui est en train de se faire là en ce moment, le zouk a sa vraie place. Mais pour encore plus fidéliser les gens, il faudrait peut-être faire ce travail au niveau de la danse, au niveau de tout ce qui est créativité aussi. Il y a tout ce travail musical qu'il faut faire aussi, enrichir un peu le zouk pour que ça ne devienne pas surtout un schéma rythmique. Parce qu'on a identifié le zouk comme étant un schéma rythmique qui tourne tac, tac, tac. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le kizomba, par exemple, qui est une autre danse, mais qui reste toujours aussi sensuelle. Parce que je pense que le zouk, si on n'est plus sensuel, s'il n'est plus une danse à deux... Ce n'est plus du zouk. Oui, mais ça l'est toujours. C'est vraiment pas le fait de danser à deux. Hein. C'est pour qu'on ne sombre pas dans la monotonie. Parce que c'est un peu ça le souci. Je crois qu'il y a un vrai danger par contre au niveau du zouk. Justement, quand on parle de chorégraphie, c'est que les Brésiliens se sont appropriés cette forme qui s'appelle zouk et ils ont ajouté une chorégraphie particulière qui se rapproche de celle de la salsa en vérité. Et qui actuellement dans le monde domine. Et donc je crois que... Oui, c'est ça le problème. En fait, l'ironie du sort, c'est que... Dernier mot, on n'ouvre pas le débat. Non, mais justement, j'allais le dire en plus, M. Zandronis, puisque c'est vraiment pas le débat. Oui, c'est pas le débat ce soir. On essaye de survoler un peu, juste un petit mot, juste pour expliquer, mais je pense que c'est pas le sujet ce soir. On va voir le clip de Patrice Mounkela. Juste une dernière question à Dominique. Alors, reprise sur le centre d'études des musiques populaires. Reprise, c'est le centre régional des musiques et danses traditionnelles et populaires de la Guadeloupe. Alors, est-ce que le zouk est une musique traditionnelle? Populaire. Le zouk est une musique populaire, traditionnelle, pas encore, pas à cette génération. Parce que j'entends dire tout à l'heure le zouk rétro, mais le zouk n'a que 30 ans. Donc il ne peut pas être rétro, il est juste de maintenant. Voilà. C'est sa dénomination. Oui, une dénomination qui n'est pas très appréciée des zoukeurs. Hein. Oui, certes, mais... Je me souviens que Birman et... Je suis d'accord, il ne faudrait pas employer ce terme-là. Il faut dire ça à la casa. Bien, alors, on va regarder... On va au-delà de tout ça. Dans nos mœurs, on a beaucoup de maladresse dans l'expression. Donc, quelque part, il y a un travail à faire à ce niveau-là. On parle de musique, mais c'est en général. Hein, très Patrice, souvent. dernière chose, le prochain album est déjà en gestation? Dans ma tête. Dans la tête? Bon, ok. Mais en fait, il y a des titres pour faire sortir un album. Je ne pense pas que ce soit forcément l'intérêt. Non. Puisqu'il y a pas mal de choses à faire découvrir sur cet album. Et pour encore vous préciser, encore vous donner un scoop, sinon il y a un prochain clip sur lequel on est en train de se projeter. Marie Galante, le titre, qui parle un peu de mon île, et donc on est en gestation justement. Tout se met en place tranquillement et ça sera le cadeau pour la nouvelle année, je pense. Merci Patrice d'être venu, moi qui est là, c'est le clip, et puis merci à Laurence. À très bientôt, Laurence. À bientôt. Mais je peux rajouter quand même quelque chose. Sinon, si samedi 22, il y a aussi un grand concert qui se fait à Basse-Terre. Et il y aura beaucoup d'artistes invités comme Tisha, Lucille Cancel, Fred Deyer, Eric Negrite et moi-même, Patrice Ullman. Laurence avait oublié ça. Et justement... sur le boulevard de Basse-Terre, donc c'est aussi dans le cadre de Basse-Terre que ça se passe, c'est vrai. De la fête des artisans en fait. Basse-Terre, oui, Zotar. Merci Patrice, merci Laurent. À vous. Merci Dominique, merci Patrice et Nelly. Et puis, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure en deuxième partie pour le débat sur la presse.
Voilà donc la deuxième partie de C'est dans la presse, 14e édition de cette fin d'année. Et donc, comme prévu, on va parler de la presse, des journalistes et de leur crédibilité. Pour ça, j'ai mon confrère et ami Harold. Bonsoir. Bonsoir, Harold. Ouais. On retrouve tous les soirs avec moi dans le talk à 20h. Et monsieur Eddy Planté, qui a une émission particulière sans langue de bois. Donc ce soir, il ne sera pas en langue de bois. Et à ses côtés, Gladys Démocrite, ex-journaliste qui a été pendant longtemps directrice fondatrice du MICA déchaîné et qui a accepté de venir à ce débat sur la crédibilité des journalistes. Alors moi, je pose la question tout abruptement, est-ce que les journalistes guadeloupéens sont crédibles aujourd'hui? Gladys. Alors, mais c'est déjà pas forcément un problème guadeloupéen. C'est pas un problème guadeloupéen. Sur la crédibilité des journalistes, je pense qu'il y a une problématique de la presse, pas forcément en Guadeloupe, mais dans le monde entier, par rapport déjà au financement de la presse. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce qui nourrit la presse fait qu'on est plus ou moins dépendant, c'est vrai, économiquement et puis pas le cas du MICA. Idéologiquement. Mais le MICA, en tout cas à l'époque, n'avait pas de publicité. C'était les lecteurs du MICA qui permettaient de faire vivre le MICA. Donc ça nous permettait d'avoir une certaine indépendance. Et on avait la liberté, non seulement sur le choix éditorial, mais aussi dans l'investigation, dans la façon de pouvoir choisir les thématiques et aller faire des enquêtes et dire des choses que d'autres journalistes ne pouvaient pas dire parce que précisément ils étaient limités par cet aspect économique. Alors, Eddy Planté, vous êtes limité par l'aspect économique dans votre média sans langue de bois, franchement. Est-ce que quelquefois on vous téléphone et dit non, surtout pas ça? Ça est toujours la même question. Oui. Je pose cette question. En posant la question si les journalistes sont crédibles, je ne me pose même pas cette question. Je veux dire que les journalistes, de manière générale, font leur boulot, qu'on soit à RFO, ou à RCI, ou à France Antilles, ou dans quel que soit le média, on fait notre boulot honnêtement. Je veux dire, c'est le soir de pression ou des coups de téléphone. Je ne sais pas, moi je ne suis pas victime de ça, j'ai pas de pression particulière. Non, parce que vous avez parlé de pression économique quelquefois. Oui, il y a toujours une pression économique, mais une pression économique, sans doute, mais ça ne nous empêche pas de faire notre boulot. Ça n'empêche pas? Non. On va y revenir. Harold. Moi personnellement, ça m'empêche pas. Jeune journaliste à Canal 10, est-ce que, Harold, vous sentez une pression ou bien par rapport parce qu'on est souvent en direct ici, il faut le dire, est-ce qu'on a des retours, il y a des retours disant que ouais, ça je vais raconter là, c'est blague. Parce que en fait c'est ça la crédibilité. En général, on ne remet pas trop en question ce qu'on diffuse ici à Canal 10. Et pour en revenir sur les pressions, il faut être honnête, hein, tout le monde subit des pressions parce que voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre et s'il n'y avait pas de financement pour les médias, ça ne fonctionnerait pas. À part par exemple pour ton média, parce que toi tu es indépendant, donc ça peut fonctionner comme ça. Mais je pense que tout le monde assis autour de cette table sait très pertinemment que il y a des pressions. Non, mais le problème, c'est même pas la pression, c'est de savoir est-ce que ça influe sur le... Après, justement, c'est c'est aux journalistes de décider effectivement s'il est prêt, je sais pas, à garder son intégrité justement et défier, on va dire peut-être sa direction et traiter les informations comme il le souhaite de façon objective ou sinon de se plier. Nous, on n'est pas pour la deuxième option de toute façon et notre direction ne nous impose pas nécessairement quoi que ce soit, donc ça va. Je pense quand même qu'il peut y avoir un peu d'autocensure. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu tabous, il y a des enquêtes qu'on devrait mener. Moi, je suis meurtrie de voir que dans l'affaire de la SIG, dans l'affaire du suicide de Loïc Petit, la presse n'a pas forcément pris à bras le corps ce fait-là. Et c'est dommage parce qu'il y avait des choses à dire, il y a encore des choses à dire. Le MICA avait ouvert le dossier d'ailleurs. Le MICA avait ouvert. Ça m'a beaucoup inspiré, je l'avoue. Et je pense qu'on avait juste évoqué le fait qu'au sein de la SIG, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales, mais je pense que le suicide de Loïc Petit va bien... On met des guillemets.
suicidé. Non, moi je pense qu'il s'est sincèrement suicidé, mais en tout cas va bien au-delà de ce qui avait été dénoncé au MICA, puisque ça me semble beaucoup plus grave. Ça vous a pas surpris, quelque part? Ce qui m'a surpris, c'est surtout la suite, c'est le silence qu'il y a eu après, et le temps passe et je crains que l'acte de Loïc Petit reste lettre morte. Oui. Mais après, il y a aussi la rétention d'informations qu'il y a autour de ce genre d'affaires et l'opacité qu'on crée autour. Quand Loïc Petit, justement, il a disparu, on devait faire des pieds et des mains pour avoir des informations, que ce soit de la part de la police ou du légiste, et tout ça pour ne pas avoir de réponse. Et on nous renvoyait tout le temps à des dates ultérieures, qui fait qu'on a pris au moins 3 jours avant d'avoir des résultats d'autopsie. Mais qui a vu le corps personne, qui a mené une investigation sur l'affaire personne. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi la difficulté. Sur un suicide, c'est compliqué. C'est vrai que dans toutes les rédactions, tous les journalistes aimeraient enquêter, par exemple, sur la mort de Loïc Petit. Comment vous avez vécu ça? Mais à partir du moment qu'au niveau judiciaire, que le tribunal, au niveau de la PJ, on vous dit que ça y est, c'est un suicide. Ça veut dire ne cherchez pas plus loin. C'est un suicide. Voilà, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plus de 20 ans, quand le drame qui s'est passé à Désiré, par exemple. Oui. À l'époque, c'était votre génération, le journaliste qui était présent à l'ANIC. Oui, on a enquêté. Vous avez enquêté? Oui. Ça a donné quoi? On sait en gros ce qui s'est passé, sauf que, non mais il faut dire les choses, sauf que la famille même n'a pas souhaité que l'affaire soit élucidée réellement. L'affaire Le Petit, c'est pareil. Mais le problème, c'est pas le suicide, c'est les causes, c'est ce qu'il a voulu dénoncer. Oui, c'est ça. Crois. Et là, pour le coup, il y a des choses à faire et à dire, je crois. Ouais, sur l'affaire, parce que c'est une affaire qui remonte à plus loin, parce qu'en fait, quand le MICA a enquêté là-dessus, je me souviens, vous aviez sorti à l'époque l'affaire des malversations, il faut le dire, hein, oui, tout à fait. Des détournements de fonds, de maisons construites avec des moyens qui n'étaient pas toujours très catholiques. Mais là, c'est de l'investigation. Oui, mais c'est ça qui donne de la crédibilité. Oui, mais attendez, mais on peut pas. Il faut être journaliste d'investigation. Tu ne peux pas traiter au quotidien les infos et en même temps faire de l'investigation. Bien sûr. On ne fait pas de l'investigation. Il faut ça du prend temps. Il faut accéder au dossier. Voilà. Donc, il faut aussi avoir des informateurs qui sont de l'intérieur de la CI, qui maîtrisent les dossiers. Tout ça, c'est un vrai travail. Je pense que les journalistes professionnels, certains d'entre eux pourraient s'adonner à ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Guadeloupe et qui devraient être révélées, tout simplement parce que la presse joue un rôle de contre-pouvoir. Je pense que la presse, contrairement à ce que vous pensez, sort beaucoup d'affaires en Guadeloupe. On sort beaucoup d'infos. Moi, c'est partiel. Je travaille à RCI, je trouve qu'au quotidien, on enquête, on va au fond des dossiers. Je trouve qu'on fait un vrai boulot. Je donne un exemple à Contori. Tout à l'heure, dans sa revue de presse, Nelly disait que 2 éditorialistes étaient venus un petit peu pour prendre, entre guillemets, la défense de Toribio. Alors, est-ce que sous ce coup-là, je pose la question à RCI, ou ici on a l'impression que tout a été dit et que c'est une affaire qui est... On sait exactement ce qui se passe. L'affaire Toribio, on prend le cas. On sait ce que... D'ailleurs, dans l'affaire Toribio... Quand on dit affaire, oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a son comportement, c'est déviance, ce qu'on appelle c'est déviance, mais il y a aussi, il y a une affaire avant... les lampadaires. Voilà, le financement des lampadaires. Le financement des lampadaires, on l'a évoqué sur le Oui, tout à fait. C'est une affaire qui est au tribunal, c'est une affaire qui va être sans doute jugée. On l'a sorti plusieurs fois. C'est nous qui avons été les premiers à évoquer ce dossier, qui a été repris d'ailleurs au niveau de la presse écrite. On a suivi ce dossier. Le dossier des problèmes de José Toribio avec ses amis de la gauche alternative, c'est nous qui avons sorti. La fameuse lettre qui vous a été transmise là. Bon. D'accord. Alors dans ce coup-là, est-ce qu'on peut nous a été transmise? Je ne sais pas, mais je veux dire qu'on l'a sorti. Oui. Donc transmise, oui. Ça aussi, c'est une investigation. Elle n'est pas arrivée par la poste, quand même. Non, je dis ça. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est, est-ce que, par exemple, dans le cas de Toribio, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la presse a fait son travail et a dit réellement ce qui se passe, ou au contraire? Oui, je pense qu'on ne va pas enquêter
la vie privée de José Toribio. Mais c'est ce qui se passe. C'est pas nous. C'est problème de bouteille, c'est à la limite sa vie privée. José Toribio, j'ai eu l'occasion de lui poser cette question que personne n'osait lui poser, aucun journaliste, sur ses relations avec l'alcool. Je lui ai posé la question, ouvertement, la Guadeloupe l'a entendu. Il a répondu. Mais est-ce que c'est nouveau, justement, cette affaire de bouteille en rapport avec José Toribio? C'est pas nouveau, ça n'a rien de nouveau. Je ne sais pas. Ce sont ces amis politiques aujourd'hui qui dénoncent un état de fait. Voilà. À tort ou à raison, la semaine dernière, je crois que c'est Gilbert Prince-Maille qui était là, qui parlait des pressions, de l'attitude du procureur à la fin de l'affaire Woody Alexis. Il disait que le procureur, qui n'était pas d'accord avec la relaxe de l'accusé, enfin l'ancien accusé, disait que c'était la presse qui avait un petit peu orienté les débats. Vous êtes d'accord avec ça? Vous aviez un reporter tous les jours. Mais dans tous les procès qui sont médiatisés, même au niveau national, on peut prendre l'affaire d'ISK, par exemple, mondial. À partir du moment que la presse, ça s'enchaîne, il y a le buzz, comme on dit, au niveau de la presse. C'est clair qu'on peut dire que la presse a manipulé, influence l'opinion, on peut le dire. Mais je pense que les jurés ont pris leur décision. Là, en l'occurrence, dans cette affaire, heureusement que la presse... Non, l'affaire Alexis. Heureusement que la presse guadeloupéenne était là parce qu'il se passait quelque chose dans cette cour d'assises. Il se passait vraiment l'histoire... Parce que tout de même, c'est un moment important de l'histoire du LKP, en tout cas de la crise sociale de 2009. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait véritablement qui a tué Rudy Alexis et qui a tué Bino. Et heureusement que la presse était là pour tout de même relayer au fur et à mesure comment se passait ce procès. Parce que je pense que l'État, en tout cas, que ce soit la police, que ce soit la justice qui était en train de se mettre en place, essayait de nous fournir une espèce de vérité toute prête, fabriquée, d'État, on va dire. Et là, en l'occurrence, la presse a joué véritablement son rôle de contre-pouvoir. Et c'est ça, c'est faire le lien entre l'événement et le public. Et c'est le rôle même de la presse. Alors, est-ce que la presse est crédible? Ça l'est, elle peut l'être. Elle peut l'être dans ces moments-là. Je pense aussi que quelquefois, ça manque d'analyse, ça manque aussi de recul, ça manque d'esprit critique. Oui. Mais c'est aussi, je pense que beaucoup de journalistes sont dans le quotidien. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je disais que certains pourraient peut-être se spécialiser. Il y a aussi une opinion publique qui est compliquée aussi. En Guadeloupe, quand on fait des analyses, c'est vrai qu'on va au fond des choses et souvent c'est mal perçu. C'est-à-dire que oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. On vous dit souvent que vous prenez parti, vous êtes partisan. Faire des éditos en Guadeloupe, c'est compliqué. Faire un édito tous les matins, prendre position sur un sujet, donner son avis. Oui. On peut donner son avis, par exemple, sur le projet guadeloupéen, sur l'attitude des élus aujourd'hui face au projet guadeloupéen, face au rapport qui a été... Qu'est-ce qui empêche de donner son avis? Non, on le fait, mais je veux dire, oui. Il y a des retours de bâton. Moi, je pense, contrairement à ce qu'on pense, c'est la pression politique est plus forte en Guadeloupe que la pression forcément économique. Ah bon? Contrairement à ce qu'on... Pourtant, c'est pas évident, les élus, c'est pas forcément évident. Moi, je pense que la pression économique, c'est plutôt de l'autocensure. On n'a pas envie de perdre son client. En tout cas, la manne financière... se fait plus, à mon avis, au plus haut niveau. Oui. À la direction. Je dis que le grand patron ne va pas prendre son téléphone pour appeler le journaliste qui a fait le papier, qui a fait... C'est quand même arrivé. Ouais. Oui, mais c'est rare. Je ne vais pas rappeler l'épisode LKP, mais enfin, vous vous souvenez très bien de la fameuse grève de RCI où le rédacteur en chef est mis en cause parce qu'il a fait un édito, d'ailleurs sur Caraïbes Créole à l'époque.
Et boum, du coup, il n'y a plus d'édito de votre rédacteur en chef. Oui, mais c'est un haut niveau. Oui, c'est un haut niveau. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, alors l'autre chose, c'est que, vous savez, il y a souvent des enquêtes Callistat sur la crédibilité des hommes politiques. Ouais. Il n'y a pas encore eu, je veux dire heureusement, sur les journalistes. Parce qu'il y a le rapport des journalistes, parce que vous savez très bien, je n'invente rien en disant qu'il y a encore quelques années, je le disais à un journaliste ici même, France Antilles était appelé comment? France Antilles. France Antilles. RFO était appelé comment? Aucune idée. RFO Macron. Mais oui, c'est vrai. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens avaient une vision de ces médias. Oui, et aujourd'hui, alors, RCI qui est plébiscité par les écoutes. Non, oui. Pour le travail qu'on fait. Oui. Donc ça veut dire que les gens reconnaissent aussi ce qu'on fait, le travail qu'on fait. Oui. Je veux dire, c'est pas un hasard. Vous n'avez pas plus de 50% pour les 60% de taux d'audience par hasard. Parce que quelque part, on fait un travail. Non, mais personne ne remet en question. Personne ne remet en question le travail fait par les journalistes ici. C'est évident. Mais quand vous dites que vous mettez en doute la crédibilité, ça veut dire que les gens nous écoutent, nous disant que ce qu'on livre au quotidien, peut-être que c'est pas vrai, ou c'est faux, ou on met en doute. C'est pas le travail même, ça reste partiel. Sur la question de la crédibilité, c'est pas seulement la fiabilité, mais c'est aussi les choix éditoriaux. Par exemple, les partis patriotiques, anticolonialistes, anticapitalistes ont sorti un projet politique. C'est pour moi un événement assez historique parce que c'est déjà assez rare qu'ils se soient tous réunis et qu'ils aient présenté un projet. Je pense que ça aurait pu faire l'objet, je ne parle pas de RCI en particulier, mais je pense que ça aurait pu faire l'objet d'une meilleure couverture médiatique plus large. Parce que c'est pour le coup, je pense que c'est vraiment un événement historique. Je reprends exactement les thèmes de l'édito que j'ai écrit là-dessus. Je disais qu'un document de ce type-là, c'est comme un projet en France ou de n'importe quel parti, ça passe à l'AS ici. Comment ça passe à l'AS? Bien, ça passe à l'AS parce que sur une grande chaîne comme RFO, je n'ai pas vu un débat avec tous les partis. Sur RCI non plus, il y a une interview de Minette la semaine dernière, je sais. Chez nous, il n'y a pas il n'y a jamais de débat. Faites des débats le lundi où on décrypte toute l'actualité politique, sauf ça. Attendez, on décrypte l'actualité politique. Oui, et c'est pas la politique, ça. Font pas partie. Oui, on en a parlé. Alors je suis désolé. Depuis la sortie de ce document, M. Zandonise, attendez, Luc Renet s'est exprimé. Avant-hier. Ok. Félix Lemet s'est exprimé. Madame Mir Kidal s'est exprimée dans des émissions politiques. Ils ont été invités pour parler de leur document d'orientation. Je ne remets pas en cause les journalistes de RCI. Ce que je veux dire, c'est que en général, on n'a pas le sentiment qu'il s'est passé quelque chose d'important. C'est tout simplement ça. C'est ce sentiment-là qu'on n'a pas. Alors, et ça, c'est la façon dont ça a été traité de façon générale auprès des médias. C'est juste par rapport à... C'est vrai, et ça c'est... Et je peux dire pareil pour le projet guadeloupéen. Le projet guadeloupéen qui est sorti, ça fait 6 mois, hier, il y a eu le dernier épisode. Je ne sens pas de gros débat de société sur cette question, c'est-à-dire qu'on fouille. Bien sûr, il y a un reportage, il y a un journaliste qui a un reportage, qui fait un micro à la présidence à la fin d'une réunion, c'est bien. C'est le minimum syndical. On trouve qu'il y a une profondeur. Et d'ailleurs, la présidente hier a dit ça. Elle a dit que les médias ne nous ont pas aidés. Nous ont pas aidés. Et moi, je suis tenté de dire que oui, pourquoi? Parce qu'en fait, si on dit que les Guadeloupéens ne sont pas intéressés par cette question, je ne mets pas en cause ni RCI ni personne. Parce que pour faire entrer une information dans la tête des gens, il y a bien le matraquage médiatique. Si ça passait toute la journée, si aujourd'hui les jeunes n'ont pas adhéré au débat sur le projet guadeloupéen, excusez-moi, ce n'est pas à la faute des médias. Je suis désolé. Il y a eu des messages, il y a eu des spots, il y a eu des communications, il y a eu des émissions. Il y a des pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu. Mais quand on prend, je prends un exemple très simple. On prend un exemple très simple. Vous prenez souvent des exemples en France. Quand il y a eu les primaires socialistes,
pendant pratiquement un mois. Les socialistes ont occupé les médias de A à Z pendant un mois, tous les jours, ou pratiquement. Maintenant, c'est le débat UMP, vous voyez un peu, c'est tous les jours, on en parle. Toute la journée. Il y a des analyses, des éditos, etc. Ici, un événement politique, quand c'est un événement, un fait divers, excusez-moi, bon, on le prend, on le décortique. La presse guadeloupéenne n'a pas parlé du projet guadeloupéen depuis 2-3 ans. J'ai pas dit, n'a pas parlé. Mais l'écho n'a pas été suffisant. L'écho n'était pas suffisant. Non, je prends. Enfin bon, je ne vais pas ici avoir l'air d'être procureur de faire la. Il ne faut pas être jugé parti. Non, c'est ça. Je ne veux pas. Juger parti. Non, je ne veux pas avoir l'air de faire. Mais le projet guadeloupéen, je ne suis pas très concerné, je le dis politiquement. Mais je pense que si ça avait fait l'objet d'au moins 10-15 débats sur l'ensemble des médias, je ne parle pas seulement de RCI ou même de Canal, je parle de l'ensemble des médias, je pense qu'il y aurait eu plus de réactions de la part des Guadeloupéens, plus de réactivité. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est peut-être sur cette question-là, le jour où Kalistat fera je voulais inviter ici ce soir Kalistat, mais je n'ai pas voulu volontairement, le jour où ils feront une étude sur la crédibilité du journaliste, on aura peut-être des surprises. Peut-être. On aura peut-être des surprises parce que le Fort a sorti un bouquin l'autre jour. Il dit, je l'ai entendu chez vous, je crois, dire qu'il n'y a pas d'opinion publique en Guadeloupe. Je ne suis pas d'accord du tout. Tu as entendu ça? Non, mais je suis pas d'accord. Il y a une opinion. Mais elle doit être construite, elle doit être aussi nourrie. Voilà, c'est ça le problème. On va l'aider à émerger. Oui, on va l'aider à émerger. On a beau faire des analyses. C'est bien sans langue de bois. Non, on a beau faire des analyses. Mais c'est une goutte d'eau. On a beau faire des analyses. On a beau présenter, par exemple, la situation financière des communes, la situation économique. C'est bien. Non, attendez. C'est bien. Attendez, pas assez. Comment ça pas assez? On constate que quand il y a des élections, que les gens votent pour les mêmes personnes. D'accord. Ah ben oui. Oui, mais ça c'est un autre problème. Oui, mais c'est pas un autre problème. C'est un autre problème ça. Non, la question du vote, parce que si on analyse le vote, on ne va pas entrer là-dessus, on verra que le nombre de gens qui participent aux élections est en train de... Oui, d'accord. Non, mais ça, c'est pas ça le problème. Ça, je pense, c'est le problème de la crédibilité du journaliste. On y reviendra. De toute manière, en posant la question, Danick, vous avez déjà la réponse. Donc, non, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est un premier débat, il y en aura d'autres, Eddy, et je prendrai la peine de vous réinviter pour nous donner plus de temps, moi, je dis une heure sur ça. Heureusement qu'il y a la presse en Guadeloupe. Mais je suis content qu'il y ait de la presse. Heureusement qu'il y a la presse aussi en 2009. Oui, non, mais je suis d'accord. Heureusement que les médias étaient présents, on fait des analyses, il y a eu des éditos. Il ne faut pas vous sentir visé quand on parle de la presse. Je ne me sens pas visé. Je ne me sens pas visé. Non, je ne me sens pas visé. Mais je défends la profession, que je pense quand même, on fait notre boulot. Je vais donner un dernier mot à Gladys. Non, mais je trouve que, en tout cas, la presse, heureusement qu'elle existe en Guadeloupe et heureusement qu'elle fait ce travail-là. Je crois qu'elle doit encore plus initier l'esprit critique et faire en sorte que les gens, qu'une vraie opinion publique soit encore plus exigeante, plus critique et de façon à ce qu'elle puisse... Par exemple, il faudrait aussi une presse écrite à la hauteur aussi. Qu'il y a des éditos, qu'il y a des analyses de profondes. Voilà. Deuxième génération. Merci messieurs et madame d'être venus ce soir. L'émission se termine en beauté. Pour mon parler. Non. Bon. Et donc, il dit que j'ai un habitué de cette émission, on reviendra probablement. Merci à vous d'être venu, jeune journaliste aussi. Et merci Gladys de nous avoir fait l'honneur de venir ce soir. Alors, le Mikaël reviendra avec ça. Dernière question. Pardon? Alors, Mikaël reviendra? Ben non, je pense pas. En tout cas, si quelqu'un veut prendre la direction du MICA, non, c'est surtout un directeur de publication, quelqu'un qui serait en mesure d'assumer la publication. Bon, enfin, en tout cas, elle a lancé l'appel. On a entendu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en France. On se retrouve mercredi prochain pour l'avant-dernière émission de la saison. Merci à toute l'équipe. Merci à Nelly, à Danaïka et à tous ceux qui préparent cette émission. Monsieur Maxime, salut et puis à mercredi prochain.